Merci Hasna, merci à Madame la Présidente et l'ensemble du comité organisationnel de m'avoir associée à ces 32e journées de l'AMCAR pour traiter donc la gestion des troubles du rythme dont la maladie de Barlow. La maladie de Barlow, c'est la forme la plus connue du prolapsus valvulaire mitral. Il s'agit donc d'une dégénérescence myxoïde avec une augmentation diffuse des protéoglycanes de la couche spongieuse de... Est-ce que je peux savoir le pointeur, s'il vous plaît? Donc voilà, la maladie de Barlow représente la forme la plus connue du prolapsus valvulaire mitral. En fait, cette dégénérescence myxoïde résulte en un excès de tissu avec un épaississement des cordages et une dilatation annulaire. Et puis, l'on sait bien, le prolapsus valvulaire lui-même est une affection qui est assez fréquente puisqu'elle représente une prévalence autour de 2 à 3% de la population occidentale. Mais heureusement, ces manifestations cliniques rythmiques graves qui peuvent être des fois le premier tableau clinique de présentation sont rares. Toutefois, cela ne nous dispense pas d'une importance colossale de la surveillance rythmique chez ces patients. Donc, cela nous mène également à une définition particulière d'une notion de prolapsus valvulaire mitral arythmogène qui est celui de la présence d'un prolapsus associé à une arythmie ventriculaire, qu'elle soit fréquente et ou complexe, et ce en présence et ou en absence d'une disjonction annulaire mitrale, mais après avoir éliminé toute autre origine des substrats rythmiques, qu'il s'agisse de cicatrices ischémiques, de cicatrices inflammatoires ou alors de canalopathies qui peuvent être associées à ce prolapsus valvulaire mitral arythmogène. Donc, la genèse des troubles de rythme dans le prolapsus valvulaire mitral est liée à la présence d'une fibrose localisée. Donc, cette fibrose qui est le résultat de phénomènes apoptotiques liés au mouvement du curling, donc de la valve mitrale suite à cette disjonction annulaire mitrale, associée à un étirement sur le muscle papillaire qui va créer des modifications du potentiel de dépolarisation qui sera raccourci et qui donnera lieu à une activité déclenchée. Et donc on comprend que les arythmies dans le prolapsus arythmogène sont le résultat de phénomènes le plus souvent non réentrants. Et il s'agit d'extrasystole. On parle d'extrasystole gâchette maligne qui siège le plus souvent au niveau de l'appareil valvulaire mitral. Et dans certaines études, dont le réseau de Purkinje, qui ont donc un aspect morphologique assez particulier sur le CG, elles sont type retard droit avec un axe gauche. Donc, pour résumer ou plutôt améliorer les directives de prise en charge de ces malades porteurs de prolapsus valvulaire arythmogène, qui heureusement restent rarement touchés par des morts subites, qui restent un événement grave, un consensus d'experts s'est réuni pour établir des directives. Certes, ce n'était pas le même groupe d'experts, mais c'était le HRA donc, qui a établi ces directives qu'on va voir en fonction d'un niveau de stratification de risque rythmique. Donc, le traitement, ou plutôt la prise en charge thérapeutique, elle est simple à synthétiser. C'est un traitement médical qu'on va instaurer dans la majorité des cas et on va voir les indications. C'est un traitement chirurgical lorsqu'il y a une correction valvulaire mitrale à faire. C'est parfois le recours à des ablations et au cas ultime, donc implantation de défibrillateurs automatiques. Donc, pour le traitement médical, forcément, il a pour objectif de réduire les symptômes des patients qui présentent des palpitations et aussi de réduire la charge rythmique. Donc, la genèse des extrasystoles ventriculaires et ainsi des troubles de rythme ventriculaire graves. On voit que les bêta-bloquants et les verapamil, qui sont donc les plus souvent prescrits, arrivent à contrôler donc cette charge rythmique, mais à moindre degré si on les compare aux antiarythmiques type propafénone et amiodarone. Le problème avec
le propafénone, c'est sa disponibilité, et avec l'amiodarone, donc c'est les effets secondaires que vous connaissez tous, qu'on va devoir donc contrebalancer avec son efficacité thérapeutique. Ainsi, tout patient qui présente des symptômes ou une charge rythmique importante avec des extrasystoles ventriculaires fréquentes devra bénéficier en première intention d'un traitement par bêta-bloquant et verapamil. Si jamais il y a survenu de cardiopathie rythmique, et là on parle de cardiopathie rythmique pure, c'est-à-dire en l'absence de cicatrice ischémique ou de canalopathie, on peut recourir à la fléca, la propafénone, voire l'amiodarone, qui permettent justement une amélioration de cette fonction ventriculaire. Bien évidemment, il ne faut pas omettre de mettre en route un traitement de l'insuffisance cardiaque dès lors que la fonction ventriculaire s'altère, avec les fameux cas fantastiques que vous connaissez très bien. Deuxième volet thérapeutique représenté par le traitement chirurgical. Eh bien, la chirurgie, elle permet certes de corriger une fuite valvulaire mitrale qui est sévère, mais aussi le fait que le chirurgien il suture donc l'anneau ou alors la prothèse, cela permet de réduire ce niveau de disjonction annulaire mitrale qu'on avait vu pourvoyeuse d'arythmie sévère et donc permet de réduire ainsi ce risque rythmique. Toutefois, vu que la dame aux disjonctions annulaires mitrales est associée de façon donc directe à l'augmentation de la survenue des arythmies ventriculaires, la chirurgie elle l'annule pas complètement. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, il faut continuer un suivi post-opératoire rythmique pertinent et assez personnalisé chez ces patients. À côté de cela, cette chirurgie doit être réalisée dans des centres de référence qui, par moment, peuvent aussi procéder à des gestes de cryoablation chirurgicale de certaines de certaines arythmies ventriculaires complexes. On passe au troisième volet thérapeutique qui est l'ablation des extrasystoles ventriculaires, puisque souvent c'est elle les gâchettes, ou dans certaines situation des tachycardies ventriculaires ou des fibrillations ventriculaires. Le problème qui se pose avec les ablations, il est purement technique, puisque le siège de ces extrasystoles gâchettes est au niveau de structure anatomique d'accès difficile. Donc, en l'occurrence, le pilier mitral postérieur, la paroi inférolatérale et donc des fois le réseau de Purkinje. Les ablations donc, sont recommandées chez tout patient qui présente des charges rythmiques importantes avec des symptômes qui persistent malgré le traitement médical et une altération de la fonction ventriculaire gauche. Elles sont aussi recommandées selon le consensus, toujours ce même consensus d'experts, lorsqu'il y a des extrasystoles ventriculaires trigger, donc malignes, qui génèrent des fibrillations ventriculaires, particulièrement quand elles sont pas contrôlée par le traitement médical. Et aussi, l'ablation, elle reste donc une stratégie thérapeutique importante, même après avoir mis en place un défibrillateur automatique implantable et que le patient il continue à recevoir donc des thérapies qui sont cette fois-ci appropriées, c'est-à-dire des chocs de DAI sur événements ventriculaires et non sur TSV. L'on arrive au DAI, donc ce DAI qui peut être implanté soit par voie endovasculaire ou sous-cutanée a pour principal objectif la prévention de la mort subite. Et il est clair que ces guidelines de consensus d'experts rejoignent les mêmes indications d'implantation de DAI dans la prévention secondaire, c'est-à-dire tout patient ressuscité d'une mort subite occasionnée par un événement ventriculaire, et en prévention primaire, tout patient qui garde une fraction d'éjection inférieure à 35% malgré un traitement médical optimal dépassant les 3 mois. À côté de cela, il y a un sous-groupe de patients très important qui a été plutôt déterminé par les études. Ce sous-groupe de patients inclut les malades qui font des syncopes inexpliquées avec
ou pas, des tachycardies ventriculaires soutenues ou pas, et des patients qui sont porteurs de ce qu'on appelle un niveau de risque important avec un ou deux facteurs de risque phénotypiques d'arythmie ventriculaire. Alors, c'est quoi ces déterminants ventriculaires? La Mayo Clinique a fait justement donc une évaluation chez 595 patients porteurs de prolapsus valvulaire mitral et qui avaient présenté des événements ventriculaires de sévérité variable et a retrouvé de façon significative donc des modifications électrophysiologiques sur le CG de repos, à savoir la présence d'ondes T négatives et la présence de sous-décalage dans le territoire inférolatéral. Aussi, la survenue d'événements rythmiques qui soient sévères, modérés ou léger est associé de façon significative dans la série de Sayer à une surmortalité. Et on détermine ces niveaux de sévérité comme suite. Donc, sont considérés des TV sévères toute tachycardie soutenue polymorphe et toute tachycardie soutenue, mais monomorphe avec une fréquence cardiaque supérieure à 180 battements par minute. Au moment où on considère que le niveau de risque rythmique est modéré, quand on est face à des tachycardies ventriculaires non soutenues monomorphes, mais de fréquence entre 120 et 180 battements par minute, ou alors des extrasystoles ventriculaires malignes, polymorphes, avec des couplets, avec du bigéminisme et une grande charge rythmique. Au moment où les patients qui présentent quand même des ESV monomorphes, mais qui restent supérieurs à 5%, sont considérés à faible risque. Donc, ce phénotype électrique est associé à un deuxième phénotype morphologique, et c'est là tout l'intérêt de faire nos échocardiographies de façon très minutieuse et très détaillée, puisqu'on peut parfois déterminer cette fameuse disjonction annulaire mitrale qui, comme on a vu, est associée à une survenue majeure des événements rythmiques. Pareil, donc l'épaisseur et le biliflet peut être aussi un déterminant de déclenchement d'arythmie ventriculaire. Et lorsqu'on a recours à l'IRM cardiaque, on peut retrouver de la fibrose sous-endocardique, voire transmurale, qui ne peut être pertinente que lorsqu'elle siège dans des zones donc, de morphologie appropriées à l'appareil mitral. Bien évidemment, à côté de tout cela, l'antécédent donc de mort subite familiale reste un marqueur important qu'il va falloir prendre en compte en première intention. Et d'ailleurs, à chaque fois que le patient se présente en consultation et qu'il est porteur d'un prolapsus valvulaire mitral, qu'il soit asymptomatique ou polysymptomatique, il y a toute une batterie d'évaluations qu'il va falloir enclencher pour ne pas passer à côté d'un niveau de rythme élevé qui va nous mener forcément à une implantation de DAI en mort en prévention secondaire lorsque le patient il a déjà fait sa mort subite. Donc l'idée, c'est et le travail doit être fait forcément à ce niveau-là pour pouvoir indiquer ce DAI, aussi la cure chirurgicale à la réparation mitrale ou alors les techniques ablatives assez tôt avant la survenue d'événements majeurs graves. Donc pour conclure, le risque rythmique associé au prolapsus valvulaire mitral allant d'un épisode asymptomatique d'extrasystole ventriculaire à la mort subite reste encore un challenge thérapeutique pour le clinicien. Un consensus d'experts a permis de proposer une conduite à tenir puisqu'il y a eu des cas de mort subite sur prolapsus valvulaire jusque-là considérés comme bénins puisqu'il n'y avait pas d'insuffisance mitrale sévère et il n'y avait pas de dysfonction VG. Toutefois, donc, cette prise en charge, elle doit être la plus minutieuse, la plus globale possible, reposant sur un traitement médical qui est de mise dans tous les cas, une ablation qui peut avoir lieu en amont ou en aval d'une implantation de DAI ou en amont ou en aval d'une réparation chirurgicale. Toutefois, des études cliniques complémentaires seront nécessaires pour démontrer le bénéfice exact des différentes stratégies afin de proposer des recommandations claires pour les patients les plus à risque. Et je vous remercie.